Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ces quelques jours, quelques semaines même je dirais de pause puisqu'il y a 15 jours j'étais en congé donc je n'étais pas là. Je suis ravie de vous retrouver en ce début là, on a senti ce début de semaine le printemps, ça peut nous donner un peu des goûts, un petit goût de l'été qui arrive, une sensation de légèreté, on a envie d'être dehors, d'être au bord, pourquoi pas de la plage. Et aujourd'hui, ça va être un peu notre sujet finalement. On va se rapprocher, s'éloigner de notre lac et se rapprocher de l'océan. Avec toi, Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, bonjour. Karine, tu viens nous parler aujourd'hui des cétacés. Alors, peut-être que pour de nombreuses personnes, moi, quand je t'ai rencontrée, j'étais les cétacés, d'accord. En fait, ça comprend quel type d'animaux et quelle catégorie d'animaux des fonds marins ne font pas partie des cétacés. Bien, les cétacés sont des êtres qui vivent dans l'eau, mais qui viennent respirer à la surface. Donc en fait, on le devine assez facilement, il s'agit des dauphins. Pour les plus connus, j'entends des baleines, des orques, des cachalots. Et donc tous ceux qui ne viennent pas respirer en surface sont d'autres espèces, dont les poissons, dont les invertébrés. Très bien. Et toi, alors, aujourd'hui, dans ton univers, les cétacés ont pris beaucoup d'espace, beaucoup de place. T'accompagnes même aujourd'hui avec la médecine des cétacés. Comment c'est venu à toi? Quelles ont été les rencontres dans ta vie qui t'ont amené aux rencontres extraordinaires? Et il y a un côté, je trouve, de mon point de vue, assez comme élitiste en fait de la rencontre avec les cétacés. Pour moi, c'est comme un privilège. Tout le monde, dans nos quotidiens. En plus, nous, on habite près des lacs, alors on est assez éloigné des cétacés. Comment, pour toi, qui vis en plus aujourd'hui en Savoie, les cétacés sont arrivés et ont pris autant de place dans ta vie? En fait, c'est quand même une histoire assez longue. Initialement, pour remonter presque à l'enfance, j'ai toujours été connectée à l'eau et à l'océan, puisque j'ai vécu en Polynésie française, donc j'étais la tête sous l'eau. Dans le vrai sens du terme, pour voir les poissons et me laisser bercer en fait par l'eau. Et une fois rentrée en France, la rencontre première avec une orque, puisque c'est mon grand animal fétiche, paradoxalement, s'est passée à la télévision. Tu vois, comme quoi on a des rencontres partout. Ça peut être une rencontre avec une terre, avec un être, avec un animal. Complètement. Et en fait, c'était, je sais pas si tu te souviens, à l'époque où je voyais Nature. Bien sûr. Et alors Nicolas Hulot, il était en Colombie-Britannique sur un kayak et en train de naviguer, de pagayer, et d'un coup devant lui, je vois sortir une orque avec un aileron d'1,50 m. Et ça m'a fait un boom dans le cœur, mais d'une puissance, ça m'a entièrement rempli et c'est venu réveiller quelque chose. Alors à l'époque, je mettais pas ces mots. J'avais pas encore commencé, je dirais, un petit peu ce chemin initiatique qui est notre chemin de vie, tu vois. Mais j'ai senti qu'il y avait une connaissance, sans jamais les avoir vus. Et ça m'a vraiment, tu vois, même là, je suis émue encore. Ça fait 30 ans, tu vois. T'avais quel âge? J'avais 14-15 ans. Et ça a été extrêmement puissant. Et puis j'ai été globe-trotteur très très longtemps dans ma vie, donc j'ai vécu en Polynésie et en Amérique du Sud, en Patagonie, Argentine, et en fait je me rends compte que partout où j'ai été, non seulement il y avait l'eau, mais il y avait les cétacés. Et je pense que c'est au fur et à mesure du temps que j'ai véritablement commencé à comprendre ce qui se passait. Tu sais, quand on est jeune, on conscientise pas autant, ce qui est normal, on n'a pas cheminé tout simplement. Et en Patagonie argentine, il y a les orques et il y a les baleines franches australes. Et mon travail, en fait, c'était d'amener les touristes sur le bord des plages pour expliquer leur vie. Tu vois, comme quoi. Déjà, t'étais déjà sur c'est un truc de fou avec cette connexion. Mais complètement, parce qu'en fait, ce travail, il m'est tombé un petit peu par hasard. Bon, il y en a pas, on le sait, des hasards, mais moi, je l'ai vécu comme ça sur le moment. Et
Pour revenir un peu en arrière, depuis que je suis gamine, en fait, on appelle un peu ça de l'intuition maintenant, je pense, mais c'est qu'en fait, moi-même, je reçois beaucoup de messages. J'ai beaucoup d'intuition, je peux terminer la phrase des gens avant qu'ils la terminent, ou quand le téléphone sonnait, je savais qui appelait, alors qu'on n'avait pas encore décroché, toutes ces choses-là. Je l'ai un petit peu réfréné, parce que quand on est enfant, on pense que tout le monde vit comme ça. Et puis je me suis rendu compte que non, donc ça a été sujet à des moqueries, à plein de choses, que j'ai donc réfréné, mais à l'intérieur de moi, ça toquait à la porte, quoi, super fort. Et voilà, après, cette rencontre avec les orques, au départ, pour moi, c'était vraiment lié plutôt à ce que je faisais comme activité, c'est-à-dire le tourisme. Bon, un tourisme intégré et respectueux de l'environnement, bien sûr. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le temps passait que je recevais des messages. Et puis, petit à petit, en faisant moi un travail avec d'autres thérapeutes et en rentrant vraiment dans ce monde plutôt du quantique, je te dirais, j'ai compris, je crois que c'est une thérapeute qui a compris avant moi, qu'elle venait me parler parce que j'écrivais des messages sans savoir d'où ça venait. Et au fur et à mesure, j'ai affiné et j'ai compris que c'était elle qui me parlait. Et quand tu me dis que tu recevais des messages, c'était des messages, par exemple, à destination de qui, ou est-ce que il y avait une intentionnalité précise derrière ces messages? Ouais, je dirais que c'est variable et c'est très ouvert, c'est-à-dire qu'il peut m'arriver même des fois quand je fais mes courses, pour ça j'ai toujours un papier, un stylo maintenant dans mon sac, de recevoir une information qu'il faut que j'écrive. Tant que je l'ai pas écrite, en plus elle reste en moi et ça me fait presque mal dans le cœur, tu vois, ça amplifie. Et parfois c'est un message qui m'est destiné, même si je le comprends pas forcément sur le moment, par rapport à une information extérieure, surtout qu'on est quand même beaucoup bombardé d'informations dans notre société, sur comment se recentrer ou sur cette impérieuse nécessité d'être connecté au vivant, par exemple. Mais quand je discute avec des gens qui peuvent s'ouvrir de leurs problèmes, là je me rends compte que le message est pour eux. Voilà. Et c'est maintenant ce qui se passe du coup en soins. Et oui, parce que maintenant tu reçois des personnes en soins et tu as des messages pour eux qui peuvent venir. C'est ça. Éclairer en provenance des cétacés, éclairer leurs problématiques, leurs chemins, leurs défis. Exact, c'est ça, tout à fait. Et ils sont tellement, d'abord puissants, vraiment très puissants, très profonds et toujours tellement justes, quoi. Et toi, dans ton parcours de vie, donc une fois que tu as fait tous ces voyages, que tu as accompagné justement ces touristes et tout, quelles ont été les différentes échelles, tu vois, parce que j'imagine que progressivement, ça a dû monter en puissance, être de plus en plus fort, prendre de plus en plus aussi d'espace dans ta vie pour arriver jusqu'à aujourd'hui. À quel moment aussi tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose, peut-être que c'est nécessaire que j'en fasse quelque chose. Ouais, ça a été toute une histoire et tout un parcours. Je dirais relativement récent dans le fait de le rendre public. C'est une thérapeute qui, elle, alors ça va sembler un peu bizarre, mais travaille avec l'énergie des dragons. Donc tu vois, complètement subtil. Les dragons ne sont plus visibles sur Terre parce qu'on a énormément baissé, nous, nos fréquences vibratoires. Donc la blague, c'était, elle me disait, toi, t'as de la chance au moins parce que tu travailles avec les orques, elles existent. Moi, je travaille avec les dragons, donc c'est bien plus compliqué à faire comprendre. Et c'est lors d'un soin avec elle que ce ne sont pas ces dragons, entre guillemets, qui se sont présentés, mais les orques qui ont pris la parole. Et qui m'ont presque enjointe de délivrer des messages. Et là, c'était il y a combien de temps, ça, à peu près? 1 an et demi environ. Ah, donc c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent. Je le faisais beaucoup pour les personnes de mon entourage ou pour des gens qui connaissaient des gens, enfin, tu vois, mais pas du tout de manière professionnelle. Et puis l'autre chose qui a été compliquée aussi pour moi à dépasser, c'est cette question de légitimité que je pense qu'en tant que thérapeute, on a souvent. En gros, je me disais, mais t'es qui, toi, pour dire que les orques viennent te parler, quoi. À un moment donné, j'ai plus eu trop le choix parce que de toute façon, ça me poussait tellement que si je les gardais à l'intérieur de moi, c'est moi qui étais mal, en réalité. Complètement. Et alors, est-ce que tu as des exemples à nous donner, toi, dans ton parcours, comment les orques t'ont enseigné? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où ça a été d'une aide précieuse, où ça a été un soutien? Elles le sont quasiment tout le temps, en fait, parce qu'elles sont quasiment tout le temps présentes, en ce qui me concerne en tout cas. Leur médecine, elle est très particulière. De par leur couleur noir et blanc, elle parle beaucoup de la polarité.
Ok. Et dans notre société, le blanc, le noir, le bien, le mal, on vit dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Il n'y a pas de nuances. Il n'y a pas trop de nuances. Et donc, elles enseignent, entre autres, elles enseignent vraiment à pouvoir rentrer à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment son œil intérieur et c'est vraiment je dirais presque rentrer jusque dans son ventre, jusque dans ses viscères, tu vois, pour être vraiment dans le tri de l'information de ce que l'on a à l'intérieur de soi, avec nos peurs, avec nos filtres, pour pouvoir, une fois qu'on l'a identifié, à l'image de quand elle remonte à la surface pour respirer, en réalité, retrouver la partie blanche, la partie lumineuse, pour pouvoir l'exalter et l'alchimiser. Ah oui, c'est beau, j'avais pas perçu ça chez les orques, donc il y a cette notion, presque l'image qui me vient quand on parle, c'est quand elle plonge là dans ces fonds marins, c'est comme si on plongeait à l'intérieur de nous, au contact de nos ombres, de nos parties les plus sombres, les plus difficiles. Ouais. Vraiment, on plonge. C'est ça. Pour après, venir libérer cela et pouvoir remonter à la lumière. C'est hyper intéressant. C'est ça, il y a une transmutation qui s'opère en réalité. Elle parle de ça, les orques, elle parle aussi de la force du clan. Ah oui. Et oui, puisque en fait, ce qui est intéressant avec ces animaux, alors dans la médecine de chaque animal sur Terre, on ne parle pas que des cétacés. Aujourd'hui, oui, bien sûr, mais je veux dire, chaque animal a sa propre médecine. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, rien qu'en observant et en s'intéressant un peu à la vie physique, concrète, de chaque espèce, en réalité, on a déjà énormément d'enseignements. Donc, l'orque est noire et blanche, parce que c'est une orque, c'est pas un orque. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent. Ouais, un orque, en fait, c'est un dessin animé, tu sais, comme regardent nos enfants, des trucs d'épouvante, là. Donc, c'est pas du tout le même objet, je dirais. Donc, c'est une orque, et donc, en fait, elles vivent en clan, elles vivent en famille. Il y en a dans tous les océans, sur nos terres, et elles sont par famille, elles ont des langages. Chaque chaque famille a son propre langage, ses propres coutumes. Donc c'est distinct, il y a rien de commun. Non. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est comme une autre langue. C'est une autre langue, exactement. Okay. Tout à fait. Elles ont chacune leur langage qu'elles se transmettent, qu'elles apprennent. C'est une lignée matriarcale, donc c'est vraiment la grand-mère, la mère et les enfants. Et c'est la grand-mère qui enseigne jusqu'aux 14-18 ans de chaque orque tout ce qu'il y a à comprendre, à connaître et à savoir pour subsister. Et en ça, elles sont énormément dans la ressemblance avec l'être humain. On peut se retrouver sur de très nombreux plans avec la médecine de l'orque. Et les mâles, en fait, eux, ils ont quelle place, quelle position, justement, dans le clan familial ? Alors, le mâle reste avec maman toute sa vie. Oui, excepté lors de la reproduction, parce qu'il n'y a aucune consanguinité. Donc là, ils vont aller trouver une autre famille, je dirais de la même lignée, mais génétiquement pas compatible. Enfin, pas compatible, pas la même génétique pour ne pas avoir de problème de consanguinité, mais revient ensuite toujours là où il est né, avec la femelle qui lui a donné naissance. Ok. Voilà. Et quand la femelle matriarche a des filles, elles-mêmes auront ensuite d'autres enfants, et là, elles peuvent à nouveau se diviser et créer des sous-familles, mais avec le même langage. Ok. Et donc, elles peuvent se retrouver. Tu vois, par exemple, si je prends du coup physiquement les orques du Canada, il y a 3 types d'orques différentes sur le côté de l'île de Vancouver. Les orques résidentes du nord, les orques résidentes du sud, et les orques de Biggs. On les appelle comme ça, elles vivent plus au large. Les orques résidentes du sud, qui entre autres sont des êtres qui sont en très grand danger d'extinction, sont divisées en 3 sous-familles. Elles ne naviguent pas toujours au même endroit, parce qu'une orque, ça peut parcourir 400-500 km par jour en recherche de sa nourriture. Okay. Quand un bébé naît dans l'une des familles, le lendemain, toutes les orques des 3 pods viennent entourer le bébé. Tu vois la communication qu'il y a entre elles, et on sait que c'est pas par le son, c'est par vibration quantique. Ah oui. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette image, surtout avec les dauphins, et cette croyance que les cétacés communiquent par les sons. Entre autres, bien sûr, puisqu'ils ont un langage, ils ont des cliquetis pour l'écolocalisation, etc. aussi. Quand ils chassent, par exemple, les orques qui chassent les mammifères marins, comme le mammifère marin va entendre, bien l'orque là va faire silence total. Donc elles vont se mettre en accord pour chasser avant même d'être entendues. Donc elles font silence total quand elles chassent.
Par contre, si c'est une orque qui ne mange que du poisson, comme les orques résidentes du Sud dont on vient de parler, là, elles peuvent communiquer entre elles. Le poisson n'a pas la même fréquence au niveau de l'audition, donc il n'y a pas de problème, elles peuvent parler entre elles. Mais il y a aussi, alors ça c'est ma croyance, c'est mon expérience, je sais qu'il y a des communications quantiques entre les animaux. Parce qu'à 1000 km d'écart, on ne peut pas s'entendre même dans l'eau. Et je trouve qu'on le vit avec beaucoup d'animaux. Ça, moi, j'ai des animaux beaucoup plus courants avec lesquels je vis. Oui, les chats et tout. Moi, typiquement, mes chats, donc j'habite dans une maison vraiment à la campagne. Ils partent, mon chat, un de mes chats, s'en va toujours quand nous sommes en vacances. Ah ouais. Il déserte la maison. Et en général, quand je rentre de vacances, dans les 2 jours, il est revenu. Eh oui. Eh oui. Et je l'appelle pas, il sait en fait que c'est assez incroyable. Moi j'avais un chat qui faisait ça, il rentrait la veille. C'est ma voisine qui me le disait. C'est fou. Ouais. Et ça, donc dans ce que tu disais là sur les familles, ces différents potes d'orques, tu nommais qu'il y en a qui mangent du poisson et pas d'autres. Donc ils ont même parfois pas la même alimentation. Exactement. Tout à fait. C'est intéressant. Pas la même alimentation, donc pas les mêmes habitudes de vie, puisque pas les mêmes habitudes de chasse. Okay. Et que celles qui, en l'occurrence, mangent du poisson, tristement, à cause de la surpêche, sont en grave danger d'extinction. Les orques résidentes du Sud au Canada, mais plus proche de nous, les orques du détroit de Gibraltar, qui mangent du thon. Et c'est leur unique alimentation, donc c'est de la mono-alimentation. Et comme il est en surpêche et qu'il y a énormément de bateaux qui croisent au travers... dans le détroit de Gibraltar, en fait, elles sont en grand danger d'extinction. Et les autres mangent quoi ? Des lions de mer, des éléphants de mer, des mammifères marins qui sont sur les côtes lorsqu'elles se reproduisent la plupart du temps, et certaines qui vivent toute l'année. Les lions de mer vivent toute l'année au même endroit. Et est-ce que, donc par exemple, si tu parles de celles du détroit de Gibraltar, s'il n'y a plus de thon, est-ce qu'elles ne sont pas en capacité, puisque des mammifères de la même espèce mangent d'autres choses, elles n'arrivent pas à s'adapter sur ce point-là? Non, absolument pas. Ça viendrait de quoi, ça? T'as une idée? Ça, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est vraiment un fonctionnement, elles sont nées avec ce système d'alimentation et elles, malheureusement, c'est ce qui fait qu'elles sont en train d'être détruites par nous, en l'occurrence. Ouais, bien sûr. Par notre présence. Et est-ce qu'il y a des choses, des associations, des choses qui sont mises en place justement pour la protection des cétacés? Ouais, c'est ça qui est très très compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'associations effectivement qui œuvrent déjà à la sensibilisation. Bien sûr. Parce que c'est extrêmement important. Tous les bateaux qui vont en mer et qui malheureusement s'en approchent trop, sans connaître leur manière de vivre. Donc une orque ne s'approche pas, mais n'importe quel mammifère marin ne s'approche pas quand elle mange. À minima, ni quand elle se repose, c'est-à-dire qu'il faut regarder vraiment qu'elle soit dans un moment de sociabilisation et qu'elle ait envie de venir. Et véritablement, ça existe. Moi, je navigue et c'est elles qui viennent. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Par contre, il y a quelques pays qui mettent en place des lois. En l'occurrence, pour les orques résidentes du Sud, maintenant, on ne peut plus les approcher à moins d'1 kilomètre. Parce qu'elles sont vraiment... il y a plus que 32 espèces. Donc, c'est vraiment la dernière limite, je dirais. Mais il y a toujours 2 ou 3 petits rigolos qui pensent que les lois ne sont pas pour eux. Mais par contre, maintenant, il y a vraiment des policiers de la mer, etc., qui font très attention à ça. Après, l'autre chose qui, malheureusement, concerne tout le monde, et là, les associations ne peuvent pas faire grand-chose, tu vois, c'est la surpêche, parce que c'est une question d'argent. Et c'est vraiment que ça. Et aussi le fait de déverser les eaux usées dans la mer, parce que ça tue aussi le saumon, ça tue le poisson. Donc l'alimentation en elle-même diminue. Et il y a aussi toute la pollution dont on parle de plus en plus avec les micro-particules de plastique. Enfin, et encore quand on est à l'état de micro, parce que malheureusement, dans nos océans, dans nos mers aujourd'hui, il y a du plastique. On peut en retrouver dans les estomacs. Ce qu'on retrouve le plus, malheureusement, c'est qu'en fait, l'eau, comme elle contient des toxines, il y a un bébé sur 2 qui meurt dans la première semaine de vie, parce qu'il n'a plus ni les réserves, ni la cohérence, en fait, de suivre sa mère pour s'allaiter. Quand tu parles de cohérence, tu veux dire d'énergie? Oui, et même de pouvoir comprendre où il doit aller téter. Enfin, oui, ils naissent déjà extrêmement faibles, en fait. Ok, oui. Lié à la... Oui, d'ailleurs, on le voit aussi chez les humains, ça.
Bien Nous, sûr. en naturopathie, tu vois, on regarde beaucoup l'iris des gens. On parle d'iridologie. Et en iridologie, on a une trame qui nous donne la vitalité de la personne, le capital santé avec lequel nous naissons. Il y a des trames 1, 2, 3. Trame 1, c'est vraiment une très très forte vitalité. On l'observe encore, moi je l'observe au cabinet, chez des personnes, là, les personnes qui ont entre 75 et 80 ans. Parce que l'alimentation Elle est correcte. visible. Elle est visible. Malheureusement, il y a des enfants qui naissent déjà en trame 3. Trame 3, c'est l'état de vieillissement avancé. Ils naissent avec ça. Ouais. Donc oui, nous aussi, même si c'est moins perceptible, mais on a une vitalité qui baisse énormément. La médecine fait que on a moins de mortalité et tout chez nos enfants, mais la vitalité, on est beaucoup plus fragile que l'étaient nos ancêtres. C'est ça, oui. Ouais. Merci Karine pour tout ce que tu nous as appris sur les Avec cétacés. plaisir. On va faire une courte pause musicale avant que tu nous parles justement de cette médecine, de comment t'accompagnes, pour en dire un peu plus à nos auditeurs. Avec Donc plaisir. restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Écoutez, ça coule de source. Vous êtes sur Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle des cétacés. Donc, en première partie d'émission, Karine, tu nous as parlé notamment des orques, de la médecine des orques, de ce travail en profondeur que nous permettent les orques en connexion, avec nos profondeurs, nos ombres, nos parties les plus sombres pour aller vers la lumière, du noir vers le blanc avec leurs deux couleurs magnifiques. On a parlé aussi, bien sûr, de l'urgence aujourd'hui, alors qui concerne la planète entière, qui concerne tout notre écosystème. Et bien sûr, on le sait, le milieu marin est très affecté par la pollution, par nos plastiques, par notre surconsommation, et notamment des poissons. Là, tu l'expliquais que certaines orques consomment essentiellement du thon, notamment dans le détroit de Gibraltar, et qu'aujourd'hui, la surpêche fait qu'il y a de moins en moins de thon et que ces orques sont en danger. Donc vraiment, une prise de conscience générale, parce que on parle beaucoup d'être consommateur, et que même si parfois on a l'impression d'être tout petit, moi je garde quand même confiance que si chacun œuvre et prend conscience un peu plus chaque jour, le monde change, et on l'a beaucoup vu ces dernières années. Moi je le vois vraiment depuis le Covid, je le vois dans ma clientèle, au cabinet, en naturopathie, une conscience qui grandit, une conscience de oui, en fait on est tous, on respire tous le même air, on boit tous la même eau. Cette eau, elle a un impact majeur sur notre qualité de santé, notre qualité de vie. Être vivant, c'est bien, mais dans quel état de santé ça compte? Avec quelle vitalité, avec quelle énergie, tout ça compte. Et en plus, on le disait, donc la qualité d'eau, on le disait hors antenne, là on en parlait, la qualité d'eau en interne. Nos eaux intérieures. Nos eaux intérieures comptent. Ces eaux, elles sont nourries par l'eau que nous buvons, mais elles sont aussi informées par notre vécu, nos émotions. On parle beaucoup notamment de mémoire cellulaire. Et cette mémoire cellulaire, elle est informée, engrammée par l'eau. On est fait entre 70 et 80% d'eau. Cette eau, on le sait aujourd'hui, elle a une mémoire, elle a une capacité d'engrammer l'information. Et notre vécu, ce qu'on imprime au travers de nos histoires de vie. Aujourd'hui, en plus, on en parle de plus en plus avec un stress chronique, une information qui est permanente. Là, je relisais des choses sur le nerf vague et sur la stimulation permanente de notre cerveau. On est de moins en moins en état de pause et de régénération. Tout ça, ça a un impact ça vient s'ancrer dans nos cellules, dans l'eau. Et ça a un impact sur notre état physique et émotionnel. Oui, tout à fait. C'est essentiel. Alors, de savoir quelle eau on boit, ça, c'est évident. Vraiment, sur le plan physique, je dirais que c'est le b.a.-ba. Il n'y a pas forcément besoin de l'expliquer. Tout le monde peut tout à fait le comprendre. Après, bien sûr, nos eaux intérieures, on en est constitué de plus de 80%. Même en réalité plus, mais c'est la norme qui est donnée plus ou moins par les scientifiques. Et il ne s'agit que de mémoire et que d'information.
j'aime bien dire que l'infiniment petit est comme l'infiniment grand. C'est-à-dire ce qui nous constitue, la moindre de nos cellules est constituée d'eau, on le sait, mais c'est aussi ce qu'on retrouve dans les pouponnières d'étoiles en fait. L'univers est constitué d'eau, il n'y a pas tout ce vide intersidéral dont on parle. Il existe bien sûr, mais si tu vas dans chaque galaxie ou dans chaque pouponnière d'étoiles, il y a de l'eau. Et cette eau, c'est de l'information. Et en fait, elle traverse l'univers et nous sommes des canaux, nous sommes réceptifs. On est des émetteurs-récepteurs, chacun d'entre nous, chaque être sur cette planète. Et donc, on reçoit des informations de l'eau qui vient de partout. Mais le truc, c'est qu'après, c'est comment elle est traitée à l'intérieur de nous. Et c'est comment les émotions peuvent venir soit l'altérer, si on est souvent en colère, si on a souvent peur, si on est profondément triste, sans aucun jugement, hein, c'est vraiment pour un état de fait, ou si au contraire, on prend conscience qu'on peut tendre au moins vers la joie, trouver chaque jour quelque chose d'agréable. Moi, par exemple, vous voyez, à mon fils, le soir, je lui propose de me dire ce qu'il a trouvé d'agréable dans sa journée pour qu'il ne s'endorme pas avec quelque chose de négatif en lui et pour qu'il commence à prendre cette habitude de nourrir ses os, même si je prononce pas toujours ces mots-là, mais c'est hyper important. Ouais, complètement, d'avoir en naturopathie, on aime dire que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et souvent, dans notre anamnèse, quand on rencontre une personne qui vient pour une problématique qui peut être la plus basique, comme j'ai envie de prendre soin de mon alimentation, je suis dans une période de transition, j'ai pris du poids, on revient toujours à l'histoire de vie de la personne. Qu'est-ce qui a créé l'histoire de vie de la personne? Et souvent, alors c'est très drôle, moi dans ma clientèle, il y a plein de mes clientes qui me disent « Non mais Anaïs, c'est quand même drôle parce que j'étais venue vous voir pour perdre du poids et finalement j'arrive à travailler sur ma vie et à travailler sur mon émotionnel. » Mais oui, parce qu'en fait, tout part d'ici. Tout vient de là, bien sûr. Et que quand on va bien émotionnellement, quand on a pacifié, qu'on a guéri, alors on peut pas guérir de tout, puis on n'a pas que ça à faire dans la vie, c'est de vivre aussi, mais les grosses choses en tout cas, quand on les a pacifiées et guéries, derrière, ça a un impact, c'est beaucoup plus facile de prendre soin de soi. Ouais, bien sûr, puis d'être en présence à soi-même. Complètement. Après, bien sûr, on a tous nos filtres, tous nos problèmes. On a été engrammés dès très petit. La plupart du temps, de toute façon, c'est intra-utero et les toutes premières années qui définissent une très très grande partie de nos schémas réactionnels, conscients ou inconscients. Bien sûr. Mais qui font qu'ensuite, on rentre dans des schémas de répétition qui sont très souffrants. Et effectivement, une des conséquences, comme par exemple une prise de poids ou ne plus trouver le sommeil, je sais pas, je dis plein de choses qui peuvent nous arriver. Ça peut se soigner par un médicament, sur le moment en tout cas atténué, mais ça n'ira jamais chercher la cause qui, elle, est la seule qui peut nous guérir. Bien sûr. Donc on a parlé beaucoup des orques en première partie d'émission, mais il n'y a pas que les orques. Non. Il y a aussi d'autres cétacés. Ouais. Alors après l'orque, tu dirais, avec quel autre cétacé tu te sens aussi en connexion profonde? La baleine. Ouais, c'est vraiment... ce sont deux vibrations très différentes, orque et baleine, mais les deux, même après le dauphin, on en parlera peut-être aussi, tous les cétacés de toute façon tendent vers une seule chose, c'est l'amour. Et la baleine, c'est pour moi, c'est la mer. C'est la mère de tous, c'est la mère de l'océan. Et moi, perso, je l'aperçois comme la matrice, en réalité. Elle a cette paix et cette douceur incommensurable dont tout être a besoin. Et de par son immense taille, je pense qu'en fait, elle est si grande parce qu'elle a tellement d'amour à contenir et à redistribuer qu'elle pouvait pas être plus petite. Mais quand elle vient parler, c'est ça. C'est paix et amour. Ouais, c'est marrant quand tu la nommes là, c'est vraiment la notion, je trouve la baleine de un peu la mama. Tu sais, cette mama qui va venir nous envelopper avec toute sa douceur, tout son amour, toute sa bienveillance. Il y a quelque chose de hyper enveloppant, protecteur. Oui, ouais, énormément et paisible. C'est vraiment ce grand mot, la paix, c'est quelque chose. Je peux pas dire, par exemple, comment je peux exprimer ça. On peut avoir des moments de paix dans notre vie au quotidien, si on sait se tranquilliser, si on sait ne serait-ce que faire un peu de méditation, de respiration, tu vois, hop, on arrive à se poser, et ce qui est déjà bien dans notre quotidien. Mais quand elle me
ou quand je me connecte ou que je contacte sa paix, c'est quelque chose qui est presque indescriptible. Il y a une sensation de remplissage entier de mon corps, en fait. C'est comme si j'étais absolument remplie de cette paix et de calme. Et le cerveau s'arrête, le mental, tu vois. Le petit vélo, il tourne plus. Et là, tu peux respirer, quoi. C'est vraiment beau. Je me souviens, pour la naissance de mon fils, j'avais fait beaucoup de méditation avec... J'étais hyper connectée aux cétacés. Ah ouais. Mais c'était fou, alors que c'est pas du tout mon univers. Ouais. Mais pour la naissance, j'avais envie d'entendre le bruit des baleines, des dauphins. C'était hyper apaisant pour moi. Et il y avait aussi la notion de l'eau. Bien sûr. Qui était là, avec leur présence, leur... Ouais, c'était hyper fort, quoi. Il y a quelque chose. Je suis pas surprise que la femme, au moment de donner la vie, ait ce besoin, alors ou conscient ou inconscient, d'être dans l'eau ou de s'imaginer dans l'eau et d'en avoir au moins les fréquences. On est constitué d'eau, l'enfant fœtus est dans nos eaux, en l'occurrence, et je crois que c'est vraiment l'élément qui accompagne la naissance. Et oui, du coup, je m'étais un peu renseignée là-dessus parce que ça m'avait interpellée d'être autant appelée et que ça prenne autant d'espace, tu vois, dans mes méditations, et j'avais découvert qu'au Mexique, il y a des femmes qui accouchent sur des plages privées et que souvent, pour pas dire tout le temps, les dauphins et les dauphins et les baleines viennent et les dauphins venaient hyper proches. Incroyable leur présence, et ça m'avait... je m'étais dit, ouais, quand même, ils ont quelque chose de... On est vraiment aussi reliés, bien sûr, d'une certaine manière à ces êtres. En fait, merci de dire ça, parce que c'est véritablement, dans ma compréhension et dans mon expérience, c'est véritablement ça la médecine des cétacés, en fait. C'est ces fréquences vibratoires auxquelles nous sommes tous reliés. Nous, dans la matière, dans la matérialité, il y a des tables, des chaises, on a des choses à faire, on est en train de courir. Voilà, ça c'est notre vie de tous les jours. Mais on se rend pas compte qu'on est traversé par des fréquences, tous, autant que nous sommes, et que ces fréquences, elles traversent tous les êtres qui sont sur notre planète. Que ce soit des animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les pierres. On reçoit tous les mêmes informations. Et c'est en ça que ces soins quantiques sont intéressants, parce que dans la nature, l'animal, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, ressent tout, reçoit l'information. Elle traverse l'eau, elle traverse l'air, en fait, l'information en réalité. Et oui, puisqu'on sait aujourd'hui que dans l'air, ce qu'on ne voit pas là avec nos yeux, ce qui nous semble du vide, ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, en physique quantique, ça c'est prouvé. Ce n'est que des particules fines. D'ailleurs, il y a beaucoup d'eau à l'état de vapeur, et que cette eau est pleine d'informations. Exactement. Donc, ce qui nous semble du vide, en fait, en physique quantique aujourd'hui est prouvé, ne l'est pas, n'est que information. On est entouré d'informations en permanence. Et on est traversé d'informations. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive, ou pas, mais en tout cas, quand on ouvre le cœur et qu'on arrête un petit peu le mental, à pouvoir capter ces messages, tout simplement. Bien sûr. Et donc là, on a évoqué la notion donc des baleines, et aussi il y a les dauphins. Les dauphins, c'est marrant quand tu vois, t'as déjà le sourire. Ouais, parce que ils ont un côté, tu sais, les dauphins, ils me font penser un peu à l'enfant intérieur. C'est ça. Qui veut tout le temps jouer, qui est tout le temps joyeux. Cette énergie. Oui. C'est la joie. Complètement. C'est vraiment ça. Et même si on n'en a jamais vu et connecté de notre vie, on voit un dauphin, je trouve que ça impulse ça. Oui, ça réveille ça complètement. Et c'est vraiment magnifique. Ils ont vraiment cette joie intérieure, et ils sont sur cette fréquence-là. Et moi, je trouve, pareil, dans l'expérience que j'ai pu en faire, que la fréquence de la joie, elle est même encore au-dessus de la fréquence de l'amour. Vraiment, parce que de l'amour, on peut tous en ressentir, même dans les moments où on est down, même à un moment où on est malade. Notre enfant, on l'aime. Je prends un exemple classique que tout le monde a déjà vécu. La fréquence de la joie, déjà, c'est quelque chose qu'il faut volontairement contacter, parce qu'on peut aussi se laisser aller et rentrer dans la tristesse et ne pas avoir conscience que la joie, c'est vraiment le moteur de la vie, parce que c'est le moteur de la création. Et en fait, si tu es joyeux, tu aimes. C'est pour moi, dans la pyramide, s'il devait y avoir une pyramide, c'est ce qui est tout au-dessus, en fait. Ouais, complètement. Et du coup, le dauphin, il apporte ça. Et il nous fait recontacter notre enfant intérieur. Ah oui. Parce qu'à la base, avant les affres de la vie, on est du verbe naître joyeux. Ah oui, on le voit chez nos enfants. Mais oui.
Ils se lèvent, ils sont déjà à fond. Pour ça. notre plus grand bonheur. Oui, c'est ça. Et donc, alors concrètement, si on vient te voir en séance, dans tes accompagnements, comment ça se déroule? Et alors, je sais que c'est très large et c'est pas toujours évident de répondre à cette question, mais dans quel cas on vient te voir? Ouais. Alors déjà, venir me voir, c'est pas forcément physiquement. Moi, je n'ai pas de cabinet. Comme je travaille sur des fréquences vibratoires, je travaille soit par téléphone, soit en visio, selon si la personne préfère garder un petit peu de son intimité. Tu vois, ce sera par téléphone. Des fois, d'autres ont besoin qu'on se voit pour rentrer en confiance et échanger. Donc, pas besoin d'être en présence physique, j'entends. Ensuite, comment ça se passe? Moi, je me connecte beaucoup par la voix. Donc, moi, j'aime énormément échanger. Donc, souvent, même avant le soin, on a toujours un quart d'heure, 20 minutes, un autre jour, pour faire connaissance, parce que je trouve que c'est hyper enrichissant. Moi, je m'enrichis autant. Et c'est vraiment un grand plaisir. Et le jour du soin, généralement, je demande à la personne de m'envoyer une photo, un selfie, tout simple, mais vraiment de l'instant T de la demande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là que je vais pressentir le plus la vibration et la demande du moment. Donc ça sert à rien d'envoyer une photo d'il y a un an, parce qu'on n'était pas dans cette vibration-là il y a un an, tu vois. Et ensuite, quand on a le rendez-vous, il se passe deux choses. Soit je propose un soin où, grâce à la photo et par l'intermédiaire de la photo, je vais canaliser un message d'un cétacé, de celui qui se présentera, selon la médecine qui va être nécessaire ce jour-là, je dirais ça comme ça. J'écris ce message, je l'envoie par email, la personne le lit, l'intègre, le digère, entre guillemets. Puis on fait une séance où on le décrypte, parce que des fois c'est difficile de pouvoir rentrer en conscience sur certaines choses qui ont été dites. Si c'est les orques, c'est particulièrement puissant en plus. Donc voilà, on décrypte les clés. Et l'autre soin que je propose, là c'est un direct en visio, où la personne va venir parler d'un thème de sa vie. Ça peut être une douleur récurrente, ça peut être répéter toujours la même chose. Ça touche quand même beaucoup la sphère aussi de qu'est-ce que je fais ici, quelle est ma mission de vie. Je mets des guillemets à mission, pour moi c'est plutôt un chemin d'expérimentation, mais on est quand même tous là pour quelque chose. Bien sûr. Et véritablement, ce que ça offre de très beau, cette médecine, c'est que les personnes viennent en conscience par un appel intérieur qu'ils ont ressenti pour pouvoir se rapprocher d'eux-mêmes, de leur authenticité en réalité. Et c'est ça qui est vraiment beau dans les soins. Et donc, en général, on te contacte et on prend rendez-vous très simplement. Ouais. Tu as un site internet aussi où on peut te retrouver. Ouais, ça s'appelle Le Souffle des Géants, mon entreprise, donc www.lesouffledesgéants.com. Et sur le site ou sur Facebook qui porte le même nom, il y a mon numéro de téléphone, donc au choix, selon ce que les personnes préfèrent. Est-ce que dans tes projets, tu as déjà envisagé le fait d'emmener les gens au contact des cétacés lors de voyages? Oui. Alors, il y a déjà eu un premier... Alors, moi, j'en ai fait beaucoup déjà, bien sûr. Il y en a eu un premier au mois de novembre où nous sommes partis avec un collègue. Nous étions deux à co-animer un voyage initiatique en Patagonie Argentine, donc où j'ai vécu. Où nous avons vu, entre autres, les orques et les baleines. Je dis entre autres parce que le voyage allait aussi jusqu'au sud de l'Amérique latine. Donc, on a été contacter les eaux du glacier du Perito Moreno. Donc, vraiment, le fil, c'était vraiment le fil de l'eau. Et on a terminé par le contact avec les cétacés. Et autrement, je propose cette fin d'année un voyage en Norvège, au-dessus du cercle polaire arctique, justement pour aller voir les orques. C'est un moment où elles sont avec les baleines franches, non pas les baleines franches, les baleines à bosse et les rorquals, donc les deuxièmes plus grandes baleines au monde. Elles se retrouvent dans les fjords parce que le poisson, le hareng, migre à ce moment-là et donc c'est gros festin. Donc ils viennent tous manger. Donc on a déjà la très grande assurance de les voir et de naviguer avec, voire de plonger avec elles. Ouais. Et ça, c'est waouh. Il n'y a pas de mots. C'est leur festin de l'année. C'est leur festin. Alors le hareng, pas nous. Ouais, je précise, tout le monde a peur des orques et faut. C'est vraiment une légende urbaine. Jamais une orque n'a touché un être humain dans un état de vie naturel.
C'est seulement quand elles sont enfermées au bout de 40 ans qu'elles commencent à s'énerver parce qu'elles sont dans des tanks, dans des Mainland et autres, et que bien évidemment maltraitées, au bout d'un moment, elles finissent par dire stop. Mais dans la nature, aucune orque n'a jamais attaqué Oui, c'est un vrai être que humain. ça vient d'où cette légende finalement? Oui, tu penses C'est une légende urbaine, un petit peu comme tu sais, à l'époque, il y avait eu le film Les Dents de la Mer qui avait fait qu'on a eu peur des dauphins, des requins à un moment donné. Bah, c'est resté d'ailleurs. Et c'est resté, bien sûr. Les gens ont peur, Bien c'est sûr. transmis. Mais l'orque, c'est une prédatrice, c'est l'apex predator, c'est celle qui est vraiment tout en. Même les requins partent quand il y a une orque. S'il y a une orque dans l'eau, tu sais que tu vas pas te faire bouffer par un requin, par exemple, parce que tu vois, elles s'en vont. Mais elles ont une conscience, même au niveau de leur cerveau, tu sais, elles ont un cerveau beaucoup plus évolué que le nôtre, avec un système parasympathique beaucoup plus évolué, et donc elles parlent par télépathie, et donc elles ont une intuition et elles ont un niveau émotionnel que même nous on ne peut pas toucher, tellement c'est élevé. Donc ouais, il y aura en novembre-décembre la Norvège avec les orques. Et donc là, c'est uniquement en navigation. Donc concrètement, c'est sur un bateau? Oui, concrètement, c'est sur un bateau. Alors là, je suis en train de le mettre en place. C'est soit on va rester une semaine sur le bateau, un gros bateau avec des super cabines, etc. Soit on va naviguer tous les jours et revenir sur Terre le soir, ce qui est bien aussi. Ça nous permet de voir d'autres choses sur place. Alors tous les voyages dont je vais parler, c'est des endroits que je connais. Bien sûr. Avec des prestataires que je connais et pour lesquels j'ai veillé à ce qu'il y ait vraiment un respect total de l'approche de l'animal. Ça, c'est quelque chose que je pose ici parce que pour moi, sans ça, il n'y a pas de voyage. C'est hyper important. Et du coup, plonger au mois de novembre en Norvège. Ah bah ouais, non, mais il y a les combis. On a des 10 mm qui nous sont prêtés, etc. Okay. Et en fait, on sent absolument pas le froid. On sent un peu le froid quand on remonte sur le Zodiac. Donc, on prend une petite veste en plus. Mais en fait, on n'a absolument pas froid. Non, pas du tout. Et en termes de prérequis, est-ce qu'il faut déjà avoir plongé? Alors c'est du snorkeling, on met pas de bouteille. Okay. Par contre, il faut avoir quand même une assez bonne condition physique parce que le bateau ne va pas juste à côté de l'orque, c'est normal aussi. Il faut nager un petit peu pour s'en rapprocher. Jamais on va les toucher, bien évidemment. Si elles veulent venir, c'est elles qui viennent, ce qui arrive aussi parce qu'elles sont joueuses et curieuses. Mais on reste à une certaine distance avec la possibilité quand même de les voir parce que les eaux sont assez foncées parce que tu sais, à cette époque, la nuit arrive tôt. Bien sûr. Donc on plonge vers 10-11 heures du matin, une autre vers 2 heures de l'après-midi, ensuite on rentre. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ensuite, après, on fait des cercles de parole et on fait tout un travail initiatique par rapport à ce qui a été vécu pour chacun. Génial. Ouais. Et donc, il y a un autre projet dont tu nous parleras. Là, on va faire une courte pause musicale, mais un autre projet ça aussi marche. De voyage qui sera dans un autre lieu. Ouais. Donc, il y a 3 lieux différents. 3 lieux différents. Donc, restez à l'écoute. On revient tout de suite pour tout vous dire concernant ces voyages. À tout de suite. Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Donc Karine nous a parlé aujourd'hui dans cette émission des cétacés. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez maintenant et que vous dites « Ah zut, j'aurais trop aimé entendre parler des dauphins, des baleines, des orques », vous pouvez toujours écouter le replay sur notre chaîne YouTube. Il sera disponible d'ici la fin de semaine. Donc vous pouvez l'écouter et le partager. Donc Karine, tu nous as parlé de ton prochain voyage là, donc octobre-novembre, t'as dit? Novembre-décembre. Novembre-décembre en Norvège. Et là, pour aller rencontrer, ça fait rêver, ça donne trop envie. Et alors, les prochains voyages, ça sera quand et ça sera où? Ouais, donc il y aura l'année prochaine, en février ou mars, il faut que je vois encore la date, la Basse-Californie, au Mexique, où là, c'est paradisiaque, où on peut rencontrer les baleines grises. Tu sais, ce sont celles qui viennent vraiment et qui se laissent juste devant les bateaux pour se faire caresser. Enfin, c'est quelque chose de gigantesque, ce qui se produit à ce moment-là. Parce que ce qu'il faut juste dire, je fais une parenthèse, c'est que pendant les voyages, tout ce qu'on peut faire en soins, c'est décuplé. C'est la présence de l'animal devant nous et particulièrement entendre leur souffle. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise le souffle des géants, parce qu'en fait, c'est transcendant. On est informé, c'est quelque chose de puissant, il n'y a même presque pas de mots, tu vois. Donc oui, on verra les baleines grises, mais aussi les baleines à bosse. Et il y a possibilité là, en l'occurrence aussi, pas quand on voit les baleines grises parce qu'elles sont protégées, mais depuis les plages d'aller se baigner, on peut voir des dauphins. Donc c'est vraiment magnifique. Et puis ça sera sur quelle partie du Mexique, côté Caraïbes?
Non, c'est l'autre côté, la Basse-Californie, c'est côté Pacifique. Côté Pacifique. Voilà, tout à fait. Et l'été prochain, donc je pense que ce sera août et septembre, je vais faire au moins 2 voyages. Ce sera à la Polynésie française où j'ai vécu, pour pouvoir justement rencontrer des baleines à bosse entre Tahiti et Moorea. Et c'est des voyages qui sont dédiés uniquement aux adultes, ou est-ce que si on veut aller en famille, c'est quelque chose que tu envisages, que tu proposes, ou comment ça se crée? Alors, pour l'instant, je le propose aux adultes parce que il y a vraiment une partie initiatique. C'est-à-dire qu'en fait, justement, en fin de journée, après le cercle des paroles, où chacun vient déposer ce qu'il a vécu, 2, ce que c'est venu chercher à l'intérieur de lui, et 3, parfois justement l'émotion ou la blessure profonde qui peut ressortir. Des fois, rien de tout ça. Des fois, c'est que de la joie aussi. Attention, c'est pas pour dire que ça va être envoyé au frais que pleurer. Loin de là, on rigole beaucoup. Mais c'est vrai que tout comme en soins, pour l'instant, je le propose pas aux enfants. Pour la simple et bonne raison que pour moi, ils n'ont pas fini de grandir, de se développer et qu'ils n'ont pas atteint leur maturité émotionnelle. Ça veut pas dire qu'il faut pas amener voir les enfants, les amener voir des cétacés en pleine nature. Moi, mon fils, je l'amène à chaque fois, mais je ne fais pas de soins quantiques. Ouais, bien sûr. Et pour que les gens puissent un peu, si on est intéressé par un de tes voyages, quelle enveloppe tu conseilles de prévoir, tu vois, si on se dit, bon, peut-être novembre, c'est un peu tôt, mais l'été prochain, ça me dirait bien, on doit, pour s'organiser, combien on doit prévoir? Ça dépend de la destination. Déjà, parce qu'il y a le billet d'avion qui n'est pas du tout le même. Oui, parce que par exemple, la Polynésie, on sait que ça fait partie des billets très chers. Des billets chers. Après, ça dépend parce que maintenant, il y a des entreprises aériennes comme French Bee qui proposent des billets à 800-900 €. Ok. Donc, mais c'est du low cost. Donc après, t'es sur des sièges un peu plus petits, etc. C'est quand même 24 heures de vol. Faut quand même avoir cette conscience-là. Mais ça devient accessible en réalité. Alors moi, je m'occupe pas du billet d'avion. Comme ça, chacun peut partir avant ou revenir plus tard, parce que sur des destinations comme celle-ci, c'est bien aussi de pouvoir rester un peu en vacances avant ou après, et puis de découvrir un petit peu d'autres choses. Mais le voyage en lui-même, c'est entre 10 et 15 jours, selon où on va, et l'enveloppe, elle est de 2000 à 2500 €. Ok. Hors billet d'avion. Mais tu comprends les repas, les sorties bateau, tout compris. Oui. Ouais, donc ça reste. C'est un beau cadeau qu'on se fait, mais ça reste quand même quelque chose. J'essaye en tout cas. Après, voilà, je dépends forcément à l'organisation de la fluctuation des prix des prestataires, bien évidemment. Ok, et donc est-ce que tu as ouvert les inscriptions? Comment ça se passe là pour les prochaines destinations? Ils sont indiqués sur le site internet, mais en fait pas dans le bon ordre. Donc là, je vais changer les dates. Je dois terminer de créer les voyages sur la Norvège. Donc là, on est en mars. Je pense que courant avril, il sera ouvert aux inscriptions avec le détail, bien sûr. Et pour le voyage en mars ou février, pour l'instant, il y a un descriptif global, mais il n'est pas encore ouvert parce que je dois terminer aussi pareil. Tu parles de mars 2026 et février 2026. Ouais, c'est ça. Donc pour 2026, pour l'instant, il n'y a pas encore de détails. Mais il y a on sait la destination et les dates. Exactement. Oui. Et après, au niveau des... donc, par exemple, sur la Norvège, dans les temps off, donc il y a 2 sorties en bateau. Sauf si vous restez une semaine, là, tu l'as pas encore posé, ça, si c'est une semaine entière sur le bateau. Oui, il faut que je vois avec les prestataires, justement, plus sur le côté financier, voir ce qui est aussi le moins cher pour permettre aux gens plutôt de pouvoir voyager, tu vois, de se l'offrir, et il peut y avoir une différence, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais s'il y a 500 € de différence, je prendrai l'option la moins chère pour permettre aux gens de voyager. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Là, tu disais pour la Norvège, faut être en état de quand même physique. Oui, il faut quand même savoir, déjà savoir nager, mais ça c'est le b.a.-ba, même si je le pose ici, ça semble logique. Oui, en même temps. Mais voilà, et puis pas s'essouffler rapidement. Ça reste quand même une eau froide, même si on est en combi et très très bien isolé. On a quand même une distance à parcourir. S'il y a quoi que ce soit, il faut pouvoir revenir au bateau. Mais on est aidé, il y a des guides avec nous, bien sûr. Mais il faut quand même une autonomie, bien sûr. Ça, c'est un petit peu comme si tu vas faire une rando en montagne.
t'as un minimum de conditions physiques. Je pense que ça semble logique. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est bien de le dire ici parce que on peut avoir en image, tu sais, ces gros bateaux très touristiques qu'on voit sur les réseaux. Non, là, on part que nous, c'est en privatif. On nous approche, puis on reste dans le bateau, on voit le cétacé qui s'approche et voilà. Donc, il n'y a aucun effort demandé physiquement. C'est ça. Là, on peut faire les deux. Les gens qui ne se sentent pas aussi de se mettre à l'eau peuvent rester sur le bateau. Ils en prendront plein leur vue de la même manière. Hein. Véritablement, moi, j'ai fait les deux et c'est aussi beau. Et surtout, faut faire ce qui nous parle sur le moment. Ça, il y a évidemment aucune obligation puisque c'est le voyage de chacun en fonction de comment il est ce jour-là. Bien sûr. Et des fois, il va même projeter avant de partir et c'est pas ce qui se passe quand il est en voyage. Et c'est normal. Et oui, parce que ça peut être aussi impressionnant. Enfin, moi, je me visualise un peu et je me dis, déjà, je me souviens m'être baignée dans des endroits au Mexique où, tu sais, t'as les tortues, t'avais même juste le plancton et tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Enfin, ça peut être aussi... Oui, c'est vrai que les eaux, comme il fait nuit, en fait, puis elles sont profondes dans les fjords, ça peut... Oui, ça peut faire peur, bien sûr. Ça peut être aussi un challenge personnel. Oui, mais ça peut aussi faire partie du voyage initiatique. Ça dépend tout comment. Qu'est-ce que je dois traverser? Pourquoi je le fais? C'est ça. Qu'est-ce que je viens chercher ici? Et c'est très très personnel. Et comme tu l'as dit, en fonction de l'état du moment. Tout peut tellement changer. Ouais, c'est ça. Après, chacun est respecté et accompagné, donc il n'y a aucun problème, bien sûr. Et donc, dans les différents programmes, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, 2 sorties en mer et le soir, cercle de parole et initiation. Alors, 2 sorties en mer, ça dépend des lieux. Et ça dépend si on a pu voir ou pas des cétacés. Ça peut être une longue sortie en mer ou 2 petites sorties en mer. Si on voit les cétacés le matin et qu'ils sont là pendant 2 heures, on va les rester bien évidemment à leur côté. Et après le soir, oui, effectivement, il y a un temps de pause aussi parce qu'on se rend pas compte, mais comme c'est un voyage initiatique, en fait, plus les jours avancent, plus ça remue à l'intérieur. Souvent dans le bien, mais on a vraiment besoin de temps de pause avec soi-même. Il y a aussi beaucoup de reliance avec le groupe parce que c'est ça qui est beau, c'est qu'on se rencontre jamais par hasard quand on s'inscrit à un voyage. Donc les personnes qui seront présentes aussi vont forcément amener quelque chose au groupe. Et il y a une vraie élévation, je dirais. On passe aussi par beaucoup de respect de l'autre parce qu'on peut aussi se mettre à nu. Pas au sens physique bien sûr, mais au sens émotionnel. Et ce qu'il y a de beau, c'est cet accueil que chacun vit avec l'autre. Ça, c'est vraiment très puissant. Et on revient vraiment pour moi avec les lignes qu'on bougeait. Vraiment, vraiment. Sur la confiance qu'on peut donner à l'autre, celle qu'on peut se donner à soi-même, d'avoir pu recevoir l'autre aussi, tu vois. Il y a un vrai avant-après Et puis finalement, c'est aussi des temps hors du temps. Quelque part, tu vois, tu mets sur pause tout le reste de ta vie pour aller à la rencontre d'un environnement et d'animaux auxquels tu n'es jamais en contact dans ton ordinaire, dans ton quotidien. Et puis, il y a un élément qui est primordial, je trouve, et qui n'est pas négligeable, c'est aussi la mer. C'est l'eau. Bien sûr. L'océan, on l'a plus ou moins tous expérimenté, mais c'est sûr que quand tu passes une journée en pleine mer, tu rentres, t'es rincé. Même si t'as rien fait et que t'as juste été sur un bateau. T'es complètement lessivé, je trouve. Non, mais t'es lessivé, mais c'est parce qu'en fait, la médecine de l'eau, elle est absolument fabuleuse. C'est-à-dire qu'en fait, elle vient... comment je peux exprimer ça? Elle vient vider tout ce qu'il y a d'énergie, d'ondes basses en nous nettoyer, en quelque sorte, pour pouvoir nous réinformer ensuite. Et c'est vrai que passer une journée sur l'eau, le soir, tu rentres, tu fais dodo. Et cuit. Mais t'es bien. Tu vois, parfois, on compare la mer et la montagne. Et moi, je suis née près de la mer et je trouve que c'est pas du tout pareil. On peut passer une journée en montagne, et on rentre, on est bien, mais une journée en pleine mer, tu rentres, t'as qu'une envie, c'est de manger, aller te coucher. C'est vrai. C'est vrai. Et il y avait aussi, je trouve, ce contact avec l'eau. J'ai une amie marocaine qui m'avait dit, j'avais trouvé ça hyper inspirant. Alors, je sais pas si c'est une pratique dans la religion ou une pratique dans leur pays particulièrement. Elle me parlait d'un rituel des 7 vagues. C'est un rituel qu'ils pratiquent. Donc, tu te mets dans l'eau et en fait, tu t'immerges à chaque vague 7 fois. Et avec l'intention de venir libérer, nettoyer quelque chose, donc souvent d'ordre émotionnel. Et je m'étais prêtée au jeu un jour avec elle. Mais ça m'avait fait la sensation
une journée en mer. Ah oui. Je suis sortie de l'eau, je suis allée me coucher. Ah ouais. J'étais vraiment. Je sais pas si c'est religieux ou si c'est un rituel. Moi, je le fais naturellement en fait avec le cycle de 3. Ok. Parce qu'en fait, là, c'est en Polynésie française surtout que je l'ai, je sais pas, vécu, intégré comme ça. Les vagues sont assez douces 2 fois. Et à la 3e, elles viennent prendre un petit peu plus. Et en fait, je me mettais comme tous les enfants, tu sais, t'es allongé, la tête face au sable, et puis t'as l'eau qui arrive derrière. Et fait, mon père me disait, naturellement, la 3e vague t'avance. Oui. Sans même savoir que, en fait, mon corps savait. Et j'ai gardé ça, le truc des 3 vagues aussi. Mais moi, ça me donne cette sensation de rentrer dans le cycle. C'est trop beau, tu vois, à l'intérieur de toi. Oh, ça tourne comme ça s'expanse, et puis ça te fait respirer, et puis ça te ramène. Moi, j'aime ça. Ça me berce, en fait. Ouais, bien sûr. Le bercement de l'eau, c'est hyper connu. La médecine de l'eau. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Karine. Merci à tout toi, ce qu'on s'est partagé aujourd'hui, tout ce que tu nous as transmis, pour les beaux voyages aussi que tu t'apprêtes à organiser. Ouais. Ça va être fabuleux. Donc, n'hésitez pas à retrouver Karine donc, sur le Souffle des Géants, sur son site internet, sur Facebook. Ouais. N'hésitez pas aussi à écouter le replay si vous arrivez maintenant ou que vous voulez réécouter encore cette fabuleuse émission. Un grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour ton invitation, Anaïs. Je te dis à très bientôt. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une belle journée, bel après-midi et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.